Bonjour à toutes et à tous, moi je suis extrêmement heureux et honoré d'être là pour cet anniversaire. C'est un sacré anniversaire quand même. J'espère qu'on aura tous 100 ans un jour, hein. C'est ce qu'on peut se souhaiter. Il m'a été demandé de vous parler de l'action internationale Bibliothèques sans frontières en direction de la jeunesse. Et alors, j'avais la semaine dernière une idée assez claire de ce que j'allais vous dire, mais en fait il se trouve que je suis rentré hier du Sénégal où est basé notre bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et tout le Sahel, et j'ai pu observer les premiers impacts du renversement du monde auquel on est en train d'assister, et ça m'a fait un petit peu changer mon propos. Alors, le démantèlement par Trump de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, dont vous avez certainement entendu parler, revient à geler à peu près la moitié de l'aide publique au développement mondial. Cette réduction drastique de l'aide, elle a conduit à la fermeture de cliniques et l'interruption de traitements vitaux contre le VIH, la tuberculose, le paludisme dans de très nombreux pays. Et j'allais dire en particulier, je ne sais pas, mais y compris en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, où l'aide américaine était très présente. Et l'aide américaine, on ne le sait peut-être pas trop, mais elle était très présente au Sahel ces dernières années, parce qu'il y a beaucoup d'États européens qui se sont retirés. Dans la foulée, les Britanniques ont annoncé une baisse drastique de leur aide publique au développement pour les rediriger vers les dépenses militaires, ça c'était ce week-end. La France, sous la pression du Rassemblement national, a diminué de 37% son budget d'aide publique au développement dans la loi de finances de 2025, ça c'est moins. Ces chiffres sont évidemment dramatiques. Alors en tant qu'ONG qui dépend de ces aides, on souffre, hein, et les plans sociaux ont débuté dans pas mal d'ONG du secteur. Nous, on n'est pas directement dépendant de l'aide américaine, mais justement, c'est pas ça la question. La réalité, c'est que des milliards de dollars d'aide qui s'évaporent, ce sont des vies qui sont en danger. Et parmi les populations vulnérables, les plus vulnérables sont toujours les enfants. Et c'est d'eux dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de ces enfants qui vivent en particulier dans les conflits et les crises humanitaires, ces enfants de Gaza, de RDC, du Nigeria, d'Afghanistan, d'Ukraine. Aujourd'hui, près d'un enfant sur 5 dans le monde, soit plus de 473 millions d'enfants, vivent dans des zones de conflit, un chiffre qui a doublé depuis les années 90. Alors j'ai pensé à vous faire voyager à travers les projets de BSF auprès de ces enfants, de ces jeunes, de ces générations qu'on dit perdues souvent, maintenant c'est le langage qu'on utilise, et qui ont pourtant tant d'énergie, de résilience, d'envie du futur. On a créé Bibliothèques sans frontières avec l'historien Patrick Weil il y a maintenant 17 ans, peut-être le calcul, c'est ça, 17 ans, 2007, parce qu'on était convaincus que l'accès à la connaissance allait devenir l'enjeu majeur de notre siècle, qu'il faut favoriser l'émergence de sociétés apprenantes, plus résilientes face aux chocs, former des citoyens éclairés, capables d'inventer des réponses aux défis climatiques, de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme, de radicalisation, de fake news. Pour ça, on tente de répondre en fait à cette question, comment mettre la connaissance et la culture partout, comment identifier finalement et exploiter chaque interstice de nos vies, de nos villes, de nos villages pour y déployer des espaces de partage, d'apprentissage, de créativité. Alors c'est ce qu'on explore depuis une quinzaine d'années ici en France, hein, aux côtés des collectivités locales, des bibliothèques, des associations, mais aussi à travers le monde et en particulier dans les situations de crise. Alors ce voyage, je vous propose de le commencer en février 2022. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé des millions de femmes et d'enfants sur les routes. Alors chez BSF, on veut agir, on se dit est-ce que c'est le bon moment? On est quelques jours après la déclaration d'invasion, on réunit les équipes, on discute, on y va, on n'y va pas. On a des gros enjeux au même moment d'opération au Bangladesh. C'est un peu compliqué. Mais Abel, notre directeur de la logistique, le voici, nous dit on charge une IDS Box dans un camion et on y va. On était un mardi, et le samedi, les premières IDS Box pour les réfugiés ukrainiens étaient déployées dans un gymnase d'une petite ville polonaise à quelques kilomètres de la frontière. Enfin, quelques centaines, une dizaine de mètres de la frontière, on pourrait dire. Il y avait un gymnase où les gens étaient dans ce gymnase pendant quelques heures, quelques jours parfois. Et on a créé cet espace sur les abords du gymnase. Les IDS Box, je ne sais pas si vous les connaissez, je peux vous les montrer en quelques images. Hein. C'est un dispositif qu'on a créé il y a maintenant 10 ans, une médiathèque en kit qui tient sur 2 palettes quand elle est fermée. Vous voyez, ce sont des flight cases colorées. Et quand on l'ouvre, ça crée un espace qui fait 50, 100 mètres carrés, qui est très modulable, dans lequel on va avoir une bibliothèque avec des livres papier. On va avoir un dispositif numérique avec des tablettes, des ordinateurs, un cinéma avec une télévision, un vidéoprojecteur, et un dispositif aussi de serveur numérique qui permet d'avoir accès à tout un tas de ressources informatives, éducationnelles, etc.
tout le mobilier à l'intérieur, et donc on a les tables, les chaises, il y a un groupe électrogène pour l'électricité, donc c'est un dispositif qui est complètement autonome et qui permet de créer un espace, bibliothèque, médiathèque, dans à peu près n'importe quel type de situation. Alors ces premières Ideas Box qu'on a déployées en Pologne, les contenus ils n'étaient pas parfaits. En quelques jours, on n'a pas eu le temps d'aller... on a réussi à trouver quelques livres en ukrainien, mais en fait, de quelques jeux de société, quelques activités récréatives, mais en fait assez vite, on a une mobilisation de pas mal de bibliothécaires ukrainiens justement qui nous ont aidés à constituer un fonds et des activités plus spécifiques. 2 semaines plus tard, je suis à mon tour sur place, je constate à quel point en fait les lieux qu'on a créés dans l'urgence sont des véritables oasis pour les enfants, des espaces de normalité dans la normale. Pour les mamans aussi d'ailleurs, ça c'est un élément important et qui est un peu un fil rouge de tous ces projets, c'est que ces Ideas Box, elles leur permettent de prendre un temps pour elles, pour communiquer avec leurs proches, notamment avec leur mari, là, et les frères mobilisés dans l'armée, qui eux sont restés en Ukraine, et ça leur permet aussi de décider les prochaines étapes de leur exil. En quelques semaines, nous avons déployé 10 espaces comme celui-ci en Pologne et en Moldavie. Et en fait, la grande plasticité du dispositif permettra quelques mois après de les repositionner à l'intérieur de l'Ukraine, en grande partie pour des programmes d'éducation à destination des enfants qui ont perdu leur école, et je vous en dirai un mot tout à l'heure. En fait, c'est la première chose qu'on crée avec Bibliothèques sans frontières. Dans les situations les plus difficiles, ce sont des espaces sûrs, ce qu'on appelle les safe spaces en humanitaire, en particulier pour les enfants. Je me souviens en Haïti, en 2010, après le tremblement de terre qui avait frappé Port-au-Prince, on déployait des boîtes à histoire, ça s'appelait. En fait, c'était des malles de livres accompagnés d'un guide conçu avec des bibliothécaires. Je crois que Viviane était dans cette histoire, il me semble. Et des psychologues pour animer des séances de bibliothérapie autour du trauma du séisme. Et en fait, à l'époque, la Ideas Box, elle n'existait pas, et on n'avait pas d'espace à proprement parler. On travaillait sous des tentes au milieu des camps. Alors on avait construit la notion de cercle magique. Cette idée que pendant la séance, en fait, les enfants étaient dans une bulle protectrice, hors de la réalité du quotidien. Et ce cercle magique a été construit autour d'un rituel de début et de fin. Souvent, c'était une ronde ou une comptine qui permettait de délimiter l'espace-temps. Cette notion de cercle magique, on l'a toujours conservée précieusement, et je suis convaincu qu'en fait, les bibliothèques partout dans le monde sont des cercles magiques. Ça, c'est ma conviction profonde. Et même quand elles n'existent pas, qu'il n'y a pas de bâtiment, en fait, on peut recréer cet espace-temps, cette bulle. Et c'est pour cette raison que ces lieux sûrs sont si importants dans les conflits, parce qu'ils permettent justement de créer cette bulle protectrice et stabilisatrice pour les enfants. Je crois qu'on l'a ici, en Jordanie. Vous voyez, c'est un des modules de l'Ideas Box, dans un camp, dans le camp d'Azraq, en Jordanie. Alors une fois ces lieux sûrs créés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la première chose, c'est l'éducation. C'est toujours la priorité. Elle est cruciale pour plusieurs raisons fondamentales qui vont bien au-delà de l'apprentissage scolaire classique. D'abord, elle construit un bouclier contre les dangers immédiats. Elle offre un cadre sécurisé, une alternative notamment à la rue, aux environnements dangereux auxquels ces jeunes, ces enfants peuvent être exposés. L'éducation aide les enfants aussi à retrouver une routine, une normalité, un repère un peu stable. Les études montrent que le retour rapide à l'école réduit par ailleurs les syndromes de symptômes de stress post-traumatique et aide les enfants à surmonter les expériences difficiles. Ça peut permettre aussi de travailler sur les dynamiques de genre et notamment d'aller rattacher les filles qui sont souvent exclues de ces programmes. Et il s'agit aussi, bien sûr, d'éviter ces années perdues, de garantir un retour à l'école plus rapide une fois la crise passée. C'est ce que nous faisons donc aujourd'hui en Ukraine, j'en parlais tout à l'heure, à travers ces Ideas Box qui agissent comme des hubs de continuité éducative. Alors, en particulier dans les zones du pays qui accueillent les nombreux déplacés, où les écoles ne peuvent pas accueillir tout le monde. Et alors, il y a un truc qui était extraordinaire en Ukraine, c'est que, en fait, ils avaient tous vécu, comme nous, la période Covid, et donc tous les profs avaient pris l'habitude de faire des cours sur Zoom, etc. Et quand ils se sont retrouvés éclatés aux quatre coins du pays, parce que déplacés dans différentes régions, et ben, ils ont repris des cours sur Zoom. Et en fait, ce qui s'est passé dans ces Ideas Box, c'est qu'on a simplement connecté des élèves via leur tablette, etc., avec des profs qui étaient à l'autre bout du pays et avec d'autres élèves. Et donc ça a été aussi des lieux pour refaire classe quelque part, alors que tout le monde était éparpillé aux quatre coins du pays. C'est aussi le cas au Burundi. Alors je pense à Bernadette, une enfant des rues du Burundi qui, à force d'obstination, a pu rejoindre le chemin de l'école. On a un programme assez spécifique pour les enfants des rues depuis 4 ou 5 ans avec une formidable association de Bujumbura.
Et l'IDS Box a d'abord incarné un lieu refuge où en fait on vient, on joue, on est ensemble, hors de la rue. Mais c'est très vite en fait apparu comme un outil de rescolarisation parce que les enfants ont commencé à apprendre par eux-mêmes. C'est un truc assez fascinant parce que c'était pas quelque chose qui était prévu du tout par le projet et les équipes sur place. Mais dans les applications des tablettes, ils ont trouvé des choses pour apprendre des maths, etc. Ils sont mis à apprendre et à vouloir apprendre plus. Et c'est eux qui ont demandé aux animateurs est-ce qu'on pourrait avoir des programmes pour retourner vers l'école. Donc on a mis en place tout un système de remédiation et aujourd'hui on a permis à plus de 100 enfants des rues comme Bernadette d'avoir retrouvé le chemin de l'école. Ce qu'on appelle la théorie du changement de Bibliothèques sans frontières, c'est l'approche conceptuelle de voilà, grosso modo ce qu'on apporte et voilà les effets que ça peut engendrer. Cette théorie du changement elle est toujours fondée sur l'idée, souvent galvaudée, d'empowerment. Et de la même manière, je pense que les bibliothèques sont des lieux d'émancipation individuelle et collective, des espaces de résilience. Ici, on est au Bangladesh, je vais vous en parler. L'une des manières dont on fait cela à BSF, c'est de permettre aux populations avec qui nous travaillons de créer des solutions aux problèmes auxquels ils font face. Et donc réellement les mettre en situation de produire réellement les solutions à leurs défis. Et cela, ça passe par le fait de mettre à disposition des outils pour créer du contenu. Ça peut être des outils pour écrire, ça peut être des caméras, ça peut être des enregistreurs audio, ça peut être des imprimantes 3D, des instruments de musique. On travaille aujourd'hui dans 42 langues, en essayant de sélectionner les contenus qui correspondent aux besoins directs de ces populations, mais en fait le plus intéressant sont les contenus qui sont créés directement par celles-ci. Je pense aux réfugiés Rohingyas qui ont fui le génocide en Birmanie. Ils ont tout perdu, y compris leur langue qui a été attaquée de façon systématique. Et les IDS Box sont devenus des lieux de collecte de contes et d'histoires traditionnelles et de recréation, par exemple sous la forme de dessins animés qui ont été confectionnés par les ados. Un autre souvenir marquant pour moi, c'est en 2017 en Colombie, juste après l'accord de paix avec les FARC, lorsque on a déployé 22 bibliothèques pour la paix avec le ministère de la Culture colombien, à la demande du président Santos. Dans les camps, proches des camps de démobilisation des FARC et dans des endroits où l'État colombien avait été absent pendant 30 ans. Un groupe de jeunes apprenait à servir des caméras vidéo qui étaient disponibles et je leur demande ce qu'ils comptent faire avec et un d'eux me répond « On va aller interviewer les FARC, on veut comprendre pourquoi ils nous ont fait la guerre pendant 30 ans. » Un autre exemple, c'est en 2014, le film Mysterious Dream. C'est un des premiers contenus qui a été créé dans une IDS Box. C'est un film qui est absolument terrifiant, vous pouvez le trouver sur Internet. Il a été fabriqué grâce aux caméras vidéo des IDS Box par des jeunes adultes du camp de Moussassa, donc on est au Burundi, c'est des réfugiés congolais. Et en fait, on comprend très vite que ces jeunes sont des anciens enfants soldats et que les zombies qui sont dans le film sont des personnes qu'ils ont tuées lorsqu'ils étaient au Congo. Il y a un peu l'effet de catharsis qui est là-dedans. Ce film a été réutilisé par le Haut-Commissariat réfugiés dans les camps de toute la région pour des ateliers, pour dire les mots de la guerre, pour faire la paix. Alors tous ces exemples ils sont intéressants justement parce qu'on voit bien à quel point la bibliothèque et ces espaces permettent de dire le trauma, de construire quelque chose de nouveau à partir de l'existant. Mais en réalité, je crois que c'est, et je pense que c'est le principal message que je veux faire passer aujourd'hui, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel. Des dynamiques similaires, elles se passent chaque jour dans nos bibliothèques en France, dans le monde. Les bibliothèques donnent à lire, à accéder à des ressources, mais elles sont aussi de formidables espaces de création et d'expression en permanence. Et ça devient encore plus important en temps de crise, mais en réalité, ça existe au quotidien. En fait, je crois que ce qui fait plus la spécificité de notre action, et notre cœur de métier, c'est l'outreach, c'est l'aller vers, c'est la capacité d'aller au contact des populations. Alors, je prends ici les exemples les plus douloureux dans les guerres et les catastrophes, mais c'est aussi vrai pour les populations des fleuves, en Guyane, ou dans les zones désertiques au Sahel. Et quelque part, c'est aussi vrai dans certaines zones rurales, en France, ou des quartiers politiques de la ville. Et alors, pour aller plus loin, plus vite et plus près, on a développé des technologies qu'on appelle d'Internet offline. Je voulais vous en dire un mot très rapide aujourd'hui. La première, c'est l'IDS Cube. Voilà. L'IDS Cube, c'est un nano-serveur. Alors, c'est un tout petit serveur, ça ressemble d'ailleurs à un paquet de Marlboro, sorcier pour les plus âgés. Mais ça fait la taille d'un paquet de cigarettes, et quasiment un tout petit peu plus gros. Et à l'intérieur d'un IDS Cube, vous pouvez mettre 30 000 livres. C'est un petit serveur, donc il crée un hotspot Wi-Fi dans les endroits où il n'y a pas Internet. Donc ça recrée quelque part un Internet local, et vous allez pouvoir venir vous connecter dessus et avoir accès à toute une bibliothèque de ressources. On peut mettre Wikipédia, et on peut mettre bien sûr énormément de ressources en langue locale, etc.
Et donc ça, par exemple, accompagné de tablettes, d'un panneau solaire, ça permet par exemple de créer des classes numériques aujourd'hui dans des régions très reculées du Sénégal. Un deuxième dispositif, c'est celui-ci, c'est peut-être le plus récent que Bibliothèques sans frontières a créé. Alors, c'est via la création d'une entreprise en fait, qui déploie ça, qui s'appelle Cajou, comme les noix de cajou. C'est les graines de savoir dans la poche, c'est ça la baseline, comme on dit. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser des cartes micro SD, c'est qu'on mettait avant dans les téléphones, dans les appareils photo. Et ces cartes, en fait, elles contiennent tout le contenu. Ces cartes, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, elles sont distribuées sous le manteau en Afghanistan pour les jeunes filles, pour leur permettre de continuer d'apprendre, d'aller à l'école avec des contenus du curriculum afghan et des ressources éducatives internationales. Et ça leur permet de façon très discrète, sans avoir besoin d'aucune connexion Internet et directement sur un téléphone portable, de pouvoir continuer quelque part à apprendre. Vous allez me dire, il y a des livres dans tout ça. Alors moi, je suis toujours fasciné de voir à quel point c'est la première chose vers laquelle vont toujours les usagers des IDS Box, et en particulier les enfants. Je vous ai mis quelques photos ici. Dans les urgences, comme en Ukraine, on n'a pas toujours le temps de trouver des livres dans les langues locales. On privilégie les albums sans texte, qui sont des formidables supports pour se raconter, pour imaginer, pour créer. Et en fait, je pense qu'on ne mesure jamais assez à quel point le calme et la force de ce moment où on ouvre un livre et on se trouve plongé dans autre chose. Ouvrir un livre, c'est aussi le signe du temps, avoir le temps. C'est peut-être la plus grande résistance aujourd'hui, en particulier dans ces situations d'urgence. Et j'aimerais dire ça pour conclure. On vit actuellement un renversement du monde. Ce bouleversement, il passe d'abord par un récit hyper puissant, réactionnaire, libertarien, masculiniste, raciste. Et je crois qu'il est en train de contaminer tout le globe. Alors ça se voit beaucoup aux États-Unis, mais en réalité, ça se ressent déjà très fortement chez nous. On en parlait tout à l'heure et on se disait que les compromissions du quotidien allaient devenir de plus en plus importantes aujourd'hui et de plus en plus cruciales, et il va falloir y prendre garde. Je pense qu'on doit construire un contre-récit encore plus fort, et je pense que les bibliothèques sont des lieux extraordinaires d'où peuvent partir ce contre-discours. L'éducation, l'accès à la culture ne sont pas un luxe ou une nécessité, je pense que là-dessus vous serez tous d'accord, mais développer l'esprit critique, permettre à chacun de s'exprimer, de débattre, d'échanger, c'est le cœur des missions des bibliothèques, ça l'a toujours été, parce qu'en donnant justement les clés de la connaissance, on donne aussi les moyens de résister aux manipulations, aux discours simplificateurs, et de construire des sociétés qui sont plus solidaires et éclairées. C'est ce que on fait, que vous faites avec l'Heure Joyeuse depuis 100 ans maintenant, et c'est pour ça que je crois qu'on se lève le matin et qu'on va continuer de se battre, même si le chemin n'est pas toujours facile et risque d'être de plus en plus difficile. Je vous remercie. Est-ce qu'on prend des questions ou on n'a pas le temps? Je pense qu'on a un peu de temps, ouais, justement. Donc, merci beaucoup. Je trouve que hier, on avait déjà, évidemment, on sentait les liens lorsqu'on a parlé de la Première Guerre mondiale, de la reconstruction dans l'immédiate après-guerre. En tout cas, on souriait parfois hier en se disant, enfin, tiens, rire évidemment, voilà, pas un rire sur de l'humour, plutôt d'être à la fois gêné et surpris. Et puis alors là, c'est encore plus saisissant, évidemment. Donc on a un petit peu de temps pour des questions. Merci. Vous avez parlé du Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est de ce qui se passait à Gaza et en Palestine, et si vous avez des contacts, et si vous êtes prêt pour intervenir le jour où les choses vont se dégager? Oui, absolument. Alors il se trouve que c'est un peu l'ironie de l'histoire. On vient de signer un projet pour démarrer des actions en Cisjordanie au moment où ça... Bon, Gaza, il ne reste plus rien, clairement. Et c'est d'autant plus complexe. Alors, on travaille, on discute pas mal avec plusieurs organisations dans Gaza. Il y avait des espaces, et notamment il y avait des librairies dans Gaza qui ont été complètement détruites. En fait, je pense que le vrai sujet
le vrai sujet de la reconstruction, alors on verra d'ailleurs, on verra ce qui se passe avec les plans américains de déporter ces populations vers une destination inconnue, mais le vrai sujet de la reconstruction, c'est le sujet de l'éducation et la manière dont on remet très vite en place des structures qui font que tous ces enfants ne vont pas se retrouver juste élevés dans une détestation de l'autre, etc., mais aussi vers quelque chose qui peut être quelque chose de positif. Moi, je crois que c'est ça, et je pense que ça a toujours été le sujet de la manière dont on fait la paix, en fait, hein, et de comment, derrière, on se reconstruit. Alors, Gaza, c'est un champ de ruines, donc il y a tout à faire, et pour l'avoir vu beaucoup auprès des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, il y a en fait il y a une question profonde, mais qui fait le lien avec ce que je viens de dire, mais qui est de se dire pourquoi, en fait, vers quel avenir on se projette. Et c'est un sujet qui est, d'un point de vue de la psychiatrie humanitaire, qui a été un petit peu traité, mais qui est très complexe, qui est de se dire qu'en fait, souvent, il y a une histoire, et notamment pour les camps de réfugiés, il y a une histoire avant le camp, il y aura peut-être une histoire après le camp, mais l'histoire du camp elle-même, c'est une sorte de temps comme ça où il ne se passe rien, où on perd son agency, c'est-à-dire cette capacité de se projeter dans l'avenir, de conduire des projets, etc. Et donc il y a un vrai sujet de se dire, est-ce qu'on peut faire de ce moment dans le camp quelque chose qui soit productif, entre guillemets, je ne sais pas trop ce terme, mais en tout cas quelque chose qui permette de se projeter vers autre chose, vers un ailleurs. C'est ce qu'on essaye un petit peu de faire avec les Elias-Box. Alors ça règle vraiment pas tous les sujets, hein. Les problèmes évidemment c'est à toute petite échelle, mais parfois ça fonctionne. Et en fait on a fêté les 10 ans de l'Elias-Box il y a 3 mois, et il se trouve qu'on a retrouvé un des bénéficiaires des premières Elias-Box au Burundi, qui est maintenant en France, qui est un électricien, qui a passé un brevet, et qui a finalement réussi à reconstruire une partie de sa vie. Et en fait, le truc qui est absolument incroyable et qu'il est venu raconter, du coup, c'est que la chose la plus précieuse qu'il garde avec lui, c'est sa carte de membre à Elias-Box qu'il a eue il y a 10 ans au Burundi. Et il nous l'a sorti, il nous l'a montré, elle est tout abîmée, etc. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire comme histoire, parce qu'en fait ça montre à quel point il a une sorte d'attachement à cet endroit qui au début n'était pas grand chose, et qu'en fait c'est eux, hein. Lui il faisait du slam beaucoup, il écrivait, etc. Il a animé beaucoup d'activités pour les enfants dans cette box. Ça a été aussi une respiration pour lui. Donc c'est un peu ça, c'est comment on arrive à créer ces bulles un petit peu hors de la situation. Mais je ne sais pas comment on va travailler avec